David Doucan arrive pour le journal de 8h. Il est 8h, justement. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. L'actualité du jour, mon cher David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour. C'est quelques lignes en bas de la fiche de paye avec le prélèvement à la source. Vous êtes sans doute nombreux à les scruter ces jours-ci. Petite anxiété avant de découvrir le nouveau montant. La loi anti-casseurs arrive en séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 200 amendements ont déjà été déposés. Débat animé en perspective. Et puis, comment faire pour ne pas attraper le rhume ? Nous passerons au grill tous les remèdes, y compris ceux de nos grands-mères à la fin de ce journal. Efficace ou pas, vous saurez tout. 8h12, Vincent Herouette reviendra sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Égypte. À 8h15, Audrey Crespo-Morin reçoit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Europe 1. Elle est peut-être déjà arrivée, ou bien ce sera dans les prochains jours. Je vous parle de la fiche de paye. 25 millions d'actifs du privé et du public vont découvrir leur nouveau salaire amputé de l'impôt sur le revenu. C'est le prélèvement à la source. Alors même si ce n'est en réalité pas le cas, on peut avoir l'impression de gagner moins qu'avant. Reportage Pierre Herbulot. C'est un moment que Benjamin a attendu toute la journée. Ouvrir sa boîte aux lettres et découvrir enfin sa fiche de paye avec le nouveau montant de son salaire net. Je gagnais 2170 € et je suis passé à 2050. Voilà. Je m'y attendais pour ma part. J'avais vu ça sur le site des impôts quand j'ai fait ma déclaration. Donc voilà, pas de surprise pour moi. Tout l'inverse de Sandra, elle gagne bien sa vie, jusque-là 4500 € par mois. Enfin ça, c'était avant de découvrir un peu abasourdi qu'elle toucherait désormais 1000 € de moins. La différence est nette en bas à droite, ça c'est clair et limpide comme de l'eau de roche. J'avais anticipé le choc, mais ça reste toujours psychologiquement assez rude parce que je pense que même si on est mensualisé, quand c'est le résultat net direct de son salaire qui arrive avec cette somme déjà prélevée, c'est tout de même un choc. Je vais de nouveau faire très attention pour éviter de me retrouver dans le rouge. On se serre la ceinture. Exactement la réaction que craint l'exécutif, que cette impression de perdre en pouvoir d'achat avec le prélèvement à la source ne se ressente dans la consommation des ménages et donc sur la croissance. Pierre Herbulot pour Europe 1. Alors on vient de l'entendre dans le reportage, il y a ce risque d'impact psychologique, c'est ce que disent certains sociologues, même psychologues. On va poser la question justement à un spécialiste, Éric Heyer. Il est économiste, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors cet aspect psychologique peut-il avoir réellement un impact sur la consommation? Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Non, oui, bien sûr que c'est ce qu'on craint, mais normalement, non, on ne devrait pas avoir cela. Ça a été quand même relativement bien expliqué. Puis, il y aura quand même des bonnes nouvelles pour certains. Ceux qui ont vu leur revenu un petit peu chuter en 2019, ils vont payer un tout petit peu moins d'impôts puisque ce sera un pourcentage de ce revenu. C'est ça le gros intérêt du prélèvement à la source, c'est que ce sera directement sur ce que vous gagnez aujourd'hui et pas sur ce que vous avez gagné hier. Donc, on espère que s'il y a un petit élément psychologique, il sera que temporaire et que sur un trimestre, ça sera évacué. Alors, on va s'habituer. David Doucan. Alors, Éric Heyer, vous avez étudié tout cela. Que s'est-il passé dans les autres pays lorsqu'ils ont choisi le prélèvement à la source ? Alors, ce qu'on a pu observer, alors il faut faire attention, l'économie c'est pas une science complètement exacte, mais on a vu que l'année qui précède finalement la mise en place d'un prélèvement à la source, ça a plutôt été une bonne année et on a été surpris plutôt positivement sur justement le comportement de consommation des ménages et qu'ensuite l'année où on a mis le prélèvement à la source, l'année il ne s'est rien passé de significatif. Donc globalement, l'aspect psychologique peut avoir un petit incident sur un mois ou deux, mais pas sur un trimestre et encore moins sur une année. Merci beaucoup Éric Heyer, directeur de l'OFCE sur Europe 1 ce matin. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1 si vous avez reçu votre fiche de paye. Et maintenant la loi anti-casseurs qui arrive en séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 200 amendements ont été déposés. Le texte a déjà été sensiblement modifié la semaine dernière en commission. Alors à quoi ressemblera précisément au final cette loi anti-casseurs? Élément de réponse avec Pierre de Cossette. Fouiller les sacs et autoriser les palpations de sécurité pendant les manifestations, d'accord. Mais un périmètre instauré par le préfet 6 heures avant les rassemblements, certainement pas. La semaine dernière, les députés de la commission des lois ont eu de sérieux doutes sur l'efficacité de la mesure, mais aussi la crainte d'atteinte à la liberté d'aller et venir. Ils ont purement et simplement supprimé l'article 1 qui devrait être totalement réécrit en séance, avec la perspective de laisser les pouvoirs en la matière au procureur. Un certain nombre de députés marcheurs n'ont pas caché leurs doutes non plus vis-à-vis de l'article 2,
l'interdiction de manifester, là encore prononcée par le préfet, sous peine de 6 mois de prison. Qui vise-t-on précisément? Maximum 200 personnes, assure Christophe Castaner. Certains élus préféreraient une condamnation préalable par la justice. Hier soir encore, les tractations se poursuivaient entre le gouvernement et sa majorité, même si d'autres points font un peu moins débat. L'idée d'un fichier spécifique des interdits de manifester, abandonné. Les sanctions pour ceux qui se cachent le visage si on prouve leur intention de participer à des troubles, jusqu'à 1 an de prison. Enfin, le principe du casseur-payeur. L'État pourrait exercer des recours sans que le casseur ait été condamné au pénal. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. La ligne de départ des élections européennes se précise avec la tête de liste, les Républicains. Oui, Laurent Wauquiez a choisi François-Xavier Bellamy. Ce jeune professeur et auteur de philosophie de 33 ans est aussi adjoint au maire de Versailles depuis 2008. Il est connu pour son hostilité à l'interruption volontaire de grossesse et au mariage pour tous. Que pensent les adhérents, les Républicains, de ce candidat? Ils étaient quelques-uns à se réunir hier soir à Maubeuge. Lionel Gougelot les a rencontrés. Premières impressions de militants, un jeune de 33 ans tête de liste aux européennes, c'est le signe d'un certain renouvellement dans le parti. Un peu de nouveauté, ça fait toujours du bien, je pense. Ça peut créer une certaine dynamique et que c'est toujours bon. Moi, je suis pour les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Et pourtant, vous ne le connaissez pas, monsieur? Non, je ne le connais pas, non. Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut de la jeunesse, il faut la relève. Un bon candidat pour les Républicains, donc, malgré le manque de notoriété. Parce que c'est quelqu'un qui sait débattre, qui prend bien la lumière, et en plus, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais on a intérêt à mettre juste derrière quelqu'un de vraiment connu et quelqu'un apprécié. Puis vous savez, la notoriété, ça vient aussi avec l'expérience, et pour ça, il faut laisser un peu de place aux jeunes aussi. Proche de la manif pour tous, François-Xavier Bellamy a exprimé des réserves sur l'IVG, une droite conservatrice qui trouve un certain écho chez les militants. J'approuve sa position sur l'IVG. On ne touche pas la loi Veil, mais on met en œuvre une politique qui fasse qu'il y ait le moins d'avortements possible. Mais qui risque aussi de heurter certains électeurs. C'est pas du tout ma fibre politique, donc après je me doute que c'est pas le projet qui va porter pour l'Europe, hein, donc j'espère surtout que c'est pas ça qu'on va réduire la liste des Républicains pour les européennes, quoi. Alors les militants républicains attendent maintenant de voir s'il y aura un effet Bellamy dans les sondages. À Maubeuge, Lionel Gougelot, Europe 1. Emmanuel Macron finit son voyage officiel en Égypte. Ce matin, il rencontrera des responsables religieux musulmans et coptes au Caire. Le président se rendra ensuite à Chypre à l'occasion du 5e sommet des pays du sud de l'Union européenne. La suite du journal avec David Doucan, les députés britanniques qui votent à nouveau ce soir sur le Brexit, décidément. Oui, et ils vont tenter de mettre le gouvernement sur la touche. Ils ont rédigé des amendements pour essayer d'infléchir la suite du processus, une manière de prendre la main sur le Brexit et d'affaiblir Theresa May. Les explications de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Comme des pions sur un échiquier, chaque amendement vise à faire gagner une stratégie sur le Brexit. En tout, il y en a 14, déposés par différentes factions de députés, pro-européens, brexiteurs, partisans ou adversaires de Theresa May. Certains cherchent à obtenir une renégociation de l'accord de retrait, d'autres un second référendum. L'amendement considéré comme le plus dangereux par le gouvernement veut retarder le Brexit de 9 mois, si aucun accord n'a été trouvé d'ici le 26 février. Soutenu par une alliance de travaillistes et de conservateurs, il a de sérieuses chances de passer. En fonction des amendements adoptés ce soir, Theresa May pourrait être contrainte de renoncer à ses lignes rouges. Après avoir massivement rejeté son accord de retrait, les députés pourraient définitivement lui damer le pion lors de ce nouveau vote. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. L'hiver, c'est maintenant bien installé. Alors question, comment éviter d'attraper le rhume? Écoutez bien. Eh bien, il y a les croyances populaires, les remèdes de grand-mère et les conseils scientifiques. Notre spécialiste santé, Mélanie Gomez, fait le point sur tout cela. Pour éviter d'attraper un rhume, il y a d'abord ceux comme Dominica qui sont certains que leurs astuces de famille fonctionnent. J'ai des remèdes de ma grand-mère pour ne pas tomber de malade. C'était du lait chaud avec de l'ail et un peu de beurre et puis elle mettait une cuillère de miel à l'intérieur. Ça marche très bien. Alors de l'ail et du beurre dans du lait, il n'y a évidemment aucune preuve scientifique que ça fonctionne, pas plus d'ailleurs que les cures de vitamines ou de compléments alimentaires que d'autres ingurgitent durant tout l'hiver. Les vitamines, un joli mélange, c'est un cachet tous les jours. J'utilise de l'huile de pépins de pamplemousse. J'ai découvert comme ça sur internet, c'est un petit sirop qu'on mélange avec de l'eau tous les matins et depuis pour moi ça fonctionne. Alors pour éviter le rhume, pas besoin non plus comme 50% des parents d'empêcher les enfants d'aller jouer dehors quand il fait très froid, ni de rester pieds nus sur le carrelage. Le rhume n'est jamais causé par le froid, mais par un virus. Donc pour l'éviter, seules les mesures d'hygiène fonctionnent. Les plus efficaces, se laver souvent les mains et se tenir loin des personnes enrhumées. Et bonne nouvelle, plus de 80% des parents apprennent ces gestes à leurs enfants. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe. C'est quoi votre remède? Sauge, miel, huile essentielle à la menthe et au titri, ça marche. La menthe ou la menthe poivrée?
L'amande poivrée, pas trop, ça fait mal à l'intestin. Ok, alors on l'a bien compris, pas de lien de cause à effet entre le froid et le rhume, ça c'est très clair, mais couvrez-vous quand même, 41 départements en vigilance orange, neige, verglas ou vent. La tempête Gabrielle arrive, des rafales approcheront les 130 km/h sur la côte atlantique et la neige est à prévoir en fin de journée, notamment en Ile-de-France. Et puis la neige s'est déjà installée en Haute-Savoie, nous dit Jocelyne sur Twitter. C'est une course autour du monde, mais à l'ancienne. On va parler de la Golden Globe Race, mon cher David Doucan. Absolument, Nikos. Vous ne lisez absolument pas les textes que je vous écris. Mais ce n'est pas grave. C'est agréable. C'est un plaisir. Pas d'électronique, pas de GPS, mais c'était bien. Même pas de connexion pour connaître la météo et tout ça sur des petits voiliers. Les concurrents se sont élancés il y a 7 mois. Le vainqueur va arriver au Sable d'Olonne dans un peu moins d'1 heure. Vous l'attendez sur place pour Europe 1, François Coulon. Il s'agit, mon cher François, d'un Français. Il a 73 ans. Oui, et il s'appelle Jean-Luc Vandenel et plusieurs dizaines de bateaux ont mis le cap au large tôt ce matin pour l'accueillir en héros. Jean-Luc qui boucle son 5e tour du globe en vainqueur sur un tout petit vieux bateau de 12 mètres avec lequel il a chaviré et endommagé sérieusement son mât qu'il a dû réparer. 7 mois d'une incroyable aventure à l'ancienne, sans électronique, comme il y a 50 ans, au sextant. À terre, ils vont être des centaines à saluer l'exploit comme Alain. C'est un exploit extraordinaire. N'oublions pas qu'il a 73 ans, que le deuxième en a une quarantaine. Ça fait mesurer l'exploit physique, technique et aussi mental. Plus de 200 jours, ça n'est pas rien sur l'eau. Sur un bateau de Monsieur Tout-le-Monde, nous on a un bateau qui fait aussi 36 pieds, tout seul. C'est quand même un papy, il est comme nous, hein. C'est formidable. C'est une belle leçon. Alors Jean-Luc va couper la ligne d'arrivée dans un peu moins d'1 heure maintenant, dans des conditions de mer très clémentes au regard de ce qu'il a enduré, des creux de mer de plus de 10 mètres. Merci à vous François Coulon, vous étiez en direct des Sables d'Olonne pour Europe 1.